Les immunités du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, viennent d'être levées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce après la demande de la Cour de cassation suite à l'invalidation des candidats dont les suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante. À l'international, afin de renforcer la stabilité économique du Nigeria, la Banque centrale nigériane a annoncé son intention de résorber ses arriérés de paiement de devises pour des contrats de change en investissant près de 2 milliards de dollars. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Commençons ce journal par cette brève. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu son arrêt ce mardi concernant les requêtes déposées par Théodore Ngoï suite au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 dont les résultats provisoires ont donné Félix Tshisekedi vainqueur, le candidat malheureux Théodore Ngoï qui avait obtenu moins de 1% des voix avait saisi la haute cour pour demander l'annulation de ces résultats pour cause d'irrégularités majeures qui auraient compromis la sincérité du vote. Il évoquait notamment des bourrages d'urnes, des destructions des machines à voter ou encore des prolongations du vote après leurs limites. À la demande de la Cour de cassation, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de lever les immunités du gouverneur Gentini Ngobila ce mardi. L'organe délibérant étant en vacances, 5 membres du bureau ont siégé, dont 4 ont voté pour la mise à disposition du patron de l'exécutif provincial à la justice selon sa décision numéro 1 APK 13 2024 de ce 9 janvier 2024. Conséquence, Gentini Ngobila doit déposer sa démission dans les heures qui suivent, ce qui fait que son vice-gouverneur Gérard Moulumba va inexorablement assumer l'intérim à la tête de la capitale de la RDC. Gentini Ngobila a fait partie des 82 candidats aux législatives dont les suffrages ont été invalidés par la CENI. Toujours dans les mêmes chapitres, les 82 candidats aux élections législatives nationales et provinciales et élections municipales dont les résultats ont été annulés par la CENI le 5 janvier dernier sont interdits de sortir du territoire national sur ordre du procureur général près la Cour de cassation Firmin Nvonde, une décision prise après avoir été saisie des faits graves à charge des concernés. Patience Lekeke. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Nvonde, interdit aux 82 candidats aux élections législatives, provinciales et municipales dont les résultats ont été annulés par la CENI pour fraude, corruption, vandalisme et détention des dispositifs électroniques de vote de quitter le territoire national congolais. Selon la cellule de communication du parquet général près la Cour constitutionnelle, le procureur général Firmin Nvonde a pris cette décision après avoir été saisi de faits graves à charge des concernés. 2 correspondances ont ainsi été adressées aux services concernés par cette décision. La première est celle envoyée à la Direction générale de migration, DGM, à qui le procureur général demande d'interdire la sortie du territoire national congolais de toutes les personnes concernées par la décision de la CENI du 5 janvier 2024. La seconde lettre est destinée à la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette correspondance, le parquet près la Cour de cassation demande à la centrale électorale de lui transmettre tous les documents ayant conduit à l'annulation de voix de ces candidats. Selon la cellule des communications de la CENI, cette dernière lettre vise à permettre au ministère public de disposer des éléments nécessaires pour mener des enquêtes sur les faits mis à charge de ces 82 candidats. Le cabinet du procureur général Firmin Nvonde affirme par ailleurs que d'autres mesures vont bientôt être prises afin de permettre que des enquêtes judiciaires soient menées avec aisance. Et puis, lors de sa récente sortie médiatique, la mission d'observation électorale Senko-SCC avait demandé à la Commission électorale nationale indépendante de publier les résultats de chaque bureau de vote de la présidentielle du 20 décembre dernier
En réponse à ce devoir de redevabilité et de transparence, la centrale électorale a publié un communiqué relatif à la procédure à suivre pour la vérification des résultats de la présidentielle sur son site web officiel www.ceni.cd. Autre chose à présent, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité est arrivé lundi dans la soirée à Kamina, dans la province du Haut-Lomami. Peter Kazadi, qui a été récemment dans le Haut-Katanga et le Lualaba, poursuit sa mission de prêcher la paix aux différentes communautés qui vivent dans l'espace Grand Katanga. Patrick Lunga au commentaire. Loin de Kinshasa, centre du pouvoir, le Haut-Lomami est la province qui a le plus expérimenté l'onde des chocs, des soubresauts politiques en cette période électorale. À Malemba-Nkulu, tout comme à Luena, dans la province du Haut-Lomami, des conflits intercommunautaires sont signalés. Et le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, y est allé apporter un message de paix. Je suis venu dans le cadre d'itinérance, visiter la province, évaluer l'état et la sécurité de la province et surtout amener un message de paix aux différentes communautés qui s'affrontent ici. Voilà brièvement les motifs qui me conduisent ici. Après le Haut-Katanga et le Lualaba, la mission de Peter Kazadi se focalise sur la province du Haut-Lomami. Pour le gouvernement congolais, l'idée c'est de prôner la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les zones à conflit et c'est rassurer de la cohabitation pacifique avec des dialogues qui doivent exister pour pousser les communautés à s'accepter mutuellement. Le ministère des Finances a rendu publique sa stratégie nationale d'inclusion financière. Contenue dans un document de plus de 100 pages, cette stratégie vise à augmenter l'accès des populations aux services financiers. Le but à terme est de réduire la pauvreté et enclencher le levier du développement. Mais quelles sont les clés sur lesquelles devrait s'appuyer le gouvernement congolais pour réussir l'inclusion financière? Albert Kabeya, économiste spécialisé dans l'économie numérique, répond. Il a été joint par Patrick Ilunga. Alors les clés pour réussir, je pense qu'elles passent autour de 4 piliers essentiels qui sont les perspectives d'évolution du marché sur les fonctionnalités éventuelles que les opérateurs financiers et télécoms donnent à la population, les perspectives d'évolution technique des plateformes et puis les besoins des consommateurs et pour terminer en fait la régulation qui va travailler sur l'organisation des acteurs et le positionnement de la régulation actuelle parce que c'est une régulation qui met en exergue la responsabilité de plusieurs institutions, mais qui doivent se mettre en place, qui doivent en fait aller vers ce qu'on peut appeler la co-régulation. Alors, ceci n'est pas facile parce que effectivement tout le monde veut travailler dans son coin, mais on oublie que le client reste le même. Alors, la première chose sur l'évolution fonctionnelle, ça serait de mettre en place ou d'opérationnaliser le switch national monétique qui va effectivement changer la donne sur le marché et qui va donner plus d'impulsion, qui va permettre effectivement et on aimerait bien que l'opérationnalisation du switch national monétique au niveau de la banque centrale se mette en place pour donner vraiment le coup d'impulsion nécessaire pour que les taux d'inclusion financière puissent changer, qu'on puisse passer de 38,5% à 55%, qui est la moyenne au niveau de l'Afrique subsaharienne. Alors, pour la partie évolution technique, au vrai sens du terme, pour tout ce qui est pour tous les acteurs, que ce soit les institutions financières ou les institutions télécoms, il va falloir effectivement derrière qu'on puisse regarder les aspects sécuritaires, donc l'application de certaines normes techniques qui permettent effectivement de pouvoir protéger les transactions, superviser les transactions pour éviter qu'il y ait des solutions qui soient contre le marché et aussi la montée en compétence effectivement des personnes qui sont dans ce secteur au niveau de tous les opérateurs. Quand je parle d'opérateurs, je parle des institutions financières, de toutes les institutions financières et les institutions effectivement de télécom ou autres sociétés informatiques qui sont en fait toutes les sociétés qu'on appelle communément les fintech. La sécurité en fait des porte-monnaies électroniques, les transactions, pour donner en fait un service beaucoup plus résilient qui permet de donner plus de confiance et puis un écosystème qui protège tout simplement les droits des consommateurs. Et donc pour conclure, je pense que pour aboutir à ça et pour que ce marché puisse se développer, il faut absolument que le régulateur télécom qui est l'RPTC, la Banque centrale, le ministère des Finances,
tous les acteurs financiers qui sont les banques privées ou les fintech et les sociétés de transfert d'argent ou de microcrédit, se mettent autour d'une table, puissent discuter d'une même voix et trouver en fait une régulation qui soit en fait un dogme de régulation qui soit adapté à la structure même du pays, qui est une structure orientée réellement télécom. Les institutions bancaires du monde se réjouissent de la réélection du président Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. La parole est au président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui promet l'accompagnement de son institution au deuxième quinquennat du chef de l'État. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Le président de la Banque africaine de développement, Badan Sig, a félicité lundi 8 janvier dernier le président Félix Tshisekedi pour sa brillante réélection à la tête de la République démocratique du Congo. La parole est au président de la Banque panafricaine, Akinwumi Adesina, qui promet l'accompagnement de son institution au deuxième quinquennat du chef de l'État en ces mots. Félicitations au président Félix Tshisekedi, mon cher frère et ami, pour votre réélection à la présidence de la République démocratique du Congo. Vous pouvez compter sur le soutien du groupe de la BAD pour le développement accéléré de la République démocratique du Congo, écrit-il sur X ex-Twitter. Fin de citation. Il s'est de noter que depuis son avènement à la présidence de la BAD, Akinwumi Adesina reste très engagé pour un changement positif de l'Afrique. Après de pluies qui se sont succédées dans plusieurs provinces, dont Kinshasa, les inquiétudes montent à mesure que plusieurs coins de la capitale et d'ailleurs restent encore submergés par les eaux. S'agit-il d'un dérèglement climatique ou d'un phénomène saisonnier passager? Maître José Ilunga, environnementaliste, répond. La lecture, c'est que nous pensons qu'il y a beaucoup de causes qui peuvent être à la base de ces eaux qui montent. Et il y a notamment les pluies abondantes qui ont eu lieu au mois de décembre. Lorsque l'infiltration des eaux n'est pas bien faite et que les parties de la ville, l'aménagement de la ville n'est pas bien fait, ça pose un problème. L'une des principales causes, c'est bien entendu la question du changement climatique et la nécessité pour nous de pouvoir nous adapter à cette réalité qu'est le changement climatique. Même s'il faut prendre en considération le fait que l'anticipation pour ce genre de questions est mieux que la gestion des crises. C'est possible également que nous puissions déterminer les endroits susceptibles d'être inondés et de pouvoir veiller à ce que ces endroits ne soient pas donnés pour qu'on puisse ériger des constructions. Donc c'est une conjonction, une combinaison de plusieurs services de l'État et ministères qui doivent travailler dans l'anticipation, particulièrement le ministère de l'aménagement du territoire, qui doivent déterminer et identifier les endroits, le lotissement par exemple. Aujourd'hui, on a le problème de construction anarchique, où les gens, chacun construit comme il veut. On doit anticiper pour qu'on puisse savoir où on peut construire et où on ne doit pas construire. Ensuite, il y a le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui doit intervenir. On doit avoir des outils de prévision météorologique qui nous permettent de ne pas toujours nous retrouver surpris.
En sport, le championnat national de football de la Division 1 va dans les prochaines semaines vibrer au rythme des playoffs, réunissant les 8 meilleures équipes de la saison en raison de 4 premiers par groupe. 7 de ces 8 équipes sont déjà connues et la dernière place sera disputée dans le groupe B entre les Aigles du Congo et le Daring Club Motema Pembe. Plus de détails avec Buzz Kuzola. Qui passe. Mais il faut... Lancé le 23 août 2023 sous un format inédit, le championnat national de football de la République démocratique du Congo est en train de rendre son verdict sur les 8 équipes qui vont jouer la prestigieuse deuxième partie de la saison. À ce jour, la dernière équipe à avoir validé son ticket est l'association sportive Dauphin Noir de Goma. Dans un match disputé au stade Joseph Kabila de Kindu, l'équipe gomatracienne a battu l'équipe locale de l'association sportive Maniema Union par 2-1 grâce à un doublé du joueur Gauthier Pembele en deuxième période. Avec cette victoire, l'Est Dauphin Noir totalise 29 points avec un match restant qu'elle va jouer à domicile face à l'Ossi Renaissance du Congo. Ainsi, quoi qu'il se passe dans le scénario de ses poursuivants directs, à savoir les Aigles du Congo et les DSMP, Dauphin Noir est mathématiquement assuré de finir dans le top 4 du groupe B. La bataille pour l'autre place qualificative dans ce groupe B se déroule entre deux équipes de la capitale congolaise, à savoir les Aigles du Congo 4e 26 points, un match restant, et le Daring Club Motema Pembe 5e 25 points, 2 matchs restants. Cette fin de partie s'annonce encore plus alléchante dans la mesure où le seul match qui reste aux Aigles du Congo se jouera contre le Daring Club Motema Pembe. Une victoire des Immaculés estompera tous les espoirs des Aigles pour jouer le play-off, alors qu'un match nul fera durer les suspens, mais les Aigles du Congo n'auront plus leur destin en main. Ils devront alors suivre doigts croisés les derbys entre DSMP et l'AS Vita Club. Un match aussi significatif car si Vita est déjà assuré de jouer le play-off, il voudra se venger du Daring Club Motema Pembe qui avait remporté les matchs aller par 1-0. À ceci s'ajoute la tunique nouvelle dans ses vêtements, les moscovites, désormais depuis l'arrivée du partenariat avec une société turque et d'un nouveau comité de coordination en remplacement de celui présidé par Bistine Kazadi. Cependant, le bémol reste que ces deux rencontres, à savoir DSMP SV Club et Aigle du Congo DSMP, ont connu des reports par rapport à leur programmation initiale et les nouvelles dates jusque-là ne sont pas encore dévoilées par la commission d'organisation du championnat. On parlerait d'un FC Aigle DSMP qui pourrait se jouer le vendredi 12 janvier 2024. Les 7 équipes déjà assurées de jouer les playoffs sont le FC Santoula Lupopo, Lubumbashi Sport, le TP Mazembe et les CS Don Bosco pour le groupe A. Dans le groupe B, l'AS Maniema Union, l'AS Vita Club et l'AS Dauphin Noir sont les qualifiés. Les 8 équipes admises aux playoffs s'affronteront en aller et retour selon un calendrier qui va être publié par l'organisateur du championnat. Un double enjeu se dessine pour cette phase. Le premier sera le champion de cette 29e édition du championnat et touchera la cagnotte réservée par l'organisateur. Les 4 mieux classés seront le représentant de la RDC aux interclubs de la CAF. La pratique, Jonathan Kenralo pour Piana Monditi. Piana Monditi. L'actualité se poursuit aux antennes de Géopolis Télévision. Faisons place à présent à la page internationale. La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé son intention de résorber ses arriérés de paiement de devises pour des contrats de change à terme en investissant près de 2 milliards de dollars. Cette action est essentielle pour renforcer la stabilité économique du pays. En plus de restaurer la confiance des investisseurs, cela favorisera une augmentation des réserves de change du Nigeria. Blaise Kuzola nous en dit plus. Le Nigeria, première économie d'Afrique, souffre depuis plusieurs années des déséquilibres économiques qui ont entravé son développement. La chute de prix du pétrole, principale source des revenus du pays, combinée à une inflation accrue, a accentué la pression sur le marché des changes et créé des arriérés dans le règlement des contrats de change à terme. Consciente des enjeux économiques et financiers auxquels fait face le Nigeria, la Banque centrale a consenti un investissement massif de près de 2 milliards de dollars au cours de 3 derniers mois
mois de l'année 2024 pour résorber ses arriérés. Fin décembre 2023, les réserves de change du Nigeria ont atteint leur plus bas niveau en 6 ans à 32,87 milliards de dollars en raison de la chute du Naira. L'unité locale a perdu plus de 50% de sa valeur en 2023, aggravée par la baisse de la production pétrolière. Ainsi, cette décision de la Banque centrale du Nigeria, en plus de restaurer la stabilité économique et de réduire la pression inflationniste, démontre la volonté de l'institution de soutenir la monnaie nationale, le Naira. Le Nigeria dispose de près de 7 milliards de dollars de contrats d'échange à terme arrivés à échéance. La résorption de cet arriéré serait une priorité pour le pays, mais la Banque centrale nigériane n'a pas précisé les temps que cela prendrait pour trouver les dollars nécessaires au remboursement des investisseurs. Et au Niger, le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a annoncé l'adoption du budget 2024 d'un montant de 2653 milliards de francs CFA, un budget marqué par la persistance des sanctions imposées par les instances des organisations régionales et internationales. Suivez. Malgré les difficultés liées aux sanctions régionales imposées depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a adopté un budget de 2653 milliards de francs CFA dans la loi de finances pour l'exercice 2024 contre 3245,44 milliards de francs CFA en 2023. Ce budget 2024 est bâti autour des objectifs macroéconomiques visés par le CNSP et des orientations édictées dans le cadre de l'élaboration du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Malgré les sanctions économiques de la CEDEAO qui pèsent sur le pays, les nouvelles autorités ont tenu tout de même à adopter un budget relativement ambitieux pour 2024. Un budget dont l'objectif vise essentiellement à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des Nigériens et qui suscite par ailleurs beaucoup d'espoir au regard des difficultés provoquées par le blocus économique. Il traduit également l'engagement total du CNSP pour le bien-être du peuple nigérien et montre que le pays est déterminé à résister aux sanctions et à avancer sur la voie du développement. La croissance du PIB réel serait en moyenne de 7,9% sur la période de projection 2024-2026, portée essentiellement par le secteur secondaire, avec une croissance moyenne de 10,8%, suivie des secteurs primaires et tertiaires avec respectivement 7,2% et 5,8%. Les dépenses d'investissement sur les ressources internes sont évaluées à 476,96 milliards de francs CFA en 2024 contre 257,68 milliards en 2023. Quant au traitement et salaires, il progresse de 17,97 milliards pour atteindre 363,90 milliards en 2024. Et dans les prévisions, à peu près 59% de ce budget sera alloué aux secteurs sociaux de base, dont l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité. Donc cela veut dire que cela démontre la bonne foi et la bonne volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à prioriser les secteurs sociaux de base. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum, le Niger subit de lourdes conséquences économiques et financières imposées depuis le 30 juillet 2023 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le blocus commercial a fait grimper les prix des denrées alimentaires et créé une pénurie de produits essentiels, notamment de médicaments. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des gouvernements de transition, ont créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES, pour s'émanciper de certaines organisations régionales. Ce journal tend déjà à sa fin, mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. Les immunités du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, vient d'être levée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce après la demande de la Cour de cassation suite à l'invalidation des candidats dont les suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante. Et à l'international, afin de renforcer la stabilité économique du Nigeria, la Banque centrale nigériane a annoncé son intention de résorber ses arriérés de paiement de devises pour des contrats de change en investissant près de 2 milliards de dollars.
Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.